René Prêtre, bonjour. Bonjour. Vous signez un livre qui fait événement et au cœur bat et au centre bat le cœur. C'est votre vie, la vie de vos patients, tous ceux qui ont survécu, ceux qui sont morts. Et effectivement, quand on travaille dans ce domaine, justement, sur le cœur, indirectement sur la vie, on passe par des moments extrêmes, des grandes victoires, mais de temps en temps des défaites extrêmement cruelles. Et tout le monde est touché, nous également, mais bien sûr, les patients qu'on opère, toute la famille. Et là, les sentiments, les émotions sont extrêmes. On a l'impression presque d'une transe permanente, c'est-à-dire on a l'impression que c'est tellement fort, sauver la vie de tout petits enfants. Parfois, vous racontez des cas d'enfants qui ont seulement quelques jours ou quelques heures entre la vie et la mort, que tout le reste est un peu secondaire. Je ne dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai qu'on est dans un domaine particulier et c'est sûr que, encore une fois, nos enjeux sont extrêmes. Quand on regarde, on ne va pas se battre, nous, pour quelques années de plus, on va se battre pour toute une vie. C'est des décennies derrière. Et là, ça donne carrément le vertige. Un de vos premiers mots, c'est « je m'émerveillais ». Vous parlez de l'émerveillement des premières opérations. On a l'impression que ça n'a pas disparu avec le temps. Ça, c'était bien sûr au début. Moi, je me souviens quand je voyais ce fameux cœur qui battait et tout d'un coup, on mettait du sang-froid, il arrêtait de battre, il se mettait comme ça à l'arrêt. Heureusement, une machine faisait la circulation, on faisait ce travail. De nouveau, on avait terminé, le sang chaud arrivait. Et je voyais reprendre ses contractions. Et ça m'a impressionné un nombre de fois incroyable. C'est aussi le récit d'une carrière. Hein. Ce titre « Et au centre bat le cœur ». Le centre, c'est très important. Hein. Tout est central dans ce que vous faites. C'est la vie, la mort. C'est aller aux endroits où les choses se passent d'abord. Vous racontez le début. Au début, vous n'êtes pas si ambitieux que ça. Hein. Vous pensez même aller finir par opérer à Porrentruy, petite ville, Suisse, etc. Et puis un professeur Rohner, qui dit « Non, tu vas aller à New York ». Bah oui, c'est vrai que quand j'étais dans mes études, un peu timide, je venais aussi d'un milieu très rural. Moi, j'aimais beaucoup le Jura, la joie, et bien entendu, j'aurais été heureux, je crois, là-bas. Mais lui m'avait dit non, vous devez faire une carrière universitaire, et c'est lui qui m'envoie à New York. Il faut laisser ce passage à New York, pour moi, a été déterminant. La dimension tactile. Alors ça, vraiment, pour quelqu'un qui découvre la chirurgie, c'est très frappant quand on vous lit à quel point le fait de toucher le cœur, d'apprécier quand vous l'avez en main. On va voir certaines photos qui rappellent l'importance simplement tactile. Quand on a ces petits cœurs, c'est des cœurs d'enfants souvent dans la main, vous appréciez la forme, la couleur. Je les ai regardés sous toutes les coutures aussi. Ils m'ont toujours tellement impressionné que même les petits détails, j'étais curieux de ces détails. Et c'est vrai que les petits cœurs très vifs, de temps en temps, j'aime bien mettre mon doigt pour voir un petit peu cette réaction. La fougue qu'ils ont, en quelque sorte, le tonus, surtout après qu'on les a opérés, parce qu'il y a toujours un moment de sidération. Et ça me donne déjà un aperçu. Est-ce qu'on aura un suivi post-opératoire facile ou un peu plus compliqué? Et voilà, oui, c'est vrai, on a un contact physique quand même avec cet organe. On connaît tous le massage cardiaque. Vous racontez le massage cardiaque au sens beaucoup plus étroit, direct, hein, quand vous touchez le cœur par-dessus ou par-dessous. Alors, dans certaines situations, bien sûr, un arrêt cardiaque, on va faire un massage, comme on dit, externe, en comprimant ici le sternum, y compris chez les enfants. Mais de temps en temps, nous, on ouvre assez vite le sternum et on va faire un massage interne qui est beaucoup plus efficace, c'est vrai. Surtout en particulier quand on voit que ce cœur ne va pas repartir comme il le devrait. Et ça nous permet de le mettre sur une machine qui, elle, va faire la circulation. Et là, on a du temps pour réfléchir, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que ce cœur peut récupérer ou pas? Et bien sûr, ce massage interne, vous devez savoir le faire. Alors, c'est toujours à deux mains. Moi, souvent, je mets 2 doigts dessous, 2 doigts devant. Je sais qu'il y a le septum, ce qui sépare les 2 moitiés, qui est dans ce plan-là. Et je vais comprimer comme ça, exactement dans le septum, pour avoir un bon flux, tant dans l'artère pulmonaire que dans l'organisme. La main du chirurgien, l'œil du chirurgien. Vous repérez d'un œil, racontez-vous, la couleur du sang. Tout de suite, vous donne une indication. Bien sûr, la couleur pour nous est importante. Surtout la couleur du sang veineux. La couleur du sang artériel, c'est la couleur de nos lèvres. Hein. C'est un sang qui est un rouge éclatant, écarlate. Mais quand il est passé dans les tissus, qu'il a perdu un certain nombre de molécules d'oxygène, il commence à devenir bleu et toujours plus foncé. Et à la fin d'une opération, moi, je vois bien le retour veineux, comme on l'appelle, la couleur qu'il a, parce qu'il en passe encore un peu dans mes canules. S'il est très foncé, je sais que le cœur a du mal. S'il est d'un bleu comme ça, royal, je sais que tout va bien. Et là, on n'aura pas trop de problèmes. Et c'est tout ça. C'est cette fougue, comme je disais, cette couleur. C'est un tout, en fait, qui me rassure ou qui me dit ici, on n'aura pas trop beaucoup de problèmes, ou ici, ce sera plus compliqué. Une vidéo, je crois qu'elle montre un cœur artificiel. Et là, précisément, on voit à quel point la couleur simplement du sang, elle saute aux yeux. Hein. Oui. Vous avez le sang veineux, hein, c'est nos veines qu'on voit bleu. Vous le voyez ici à droite de l'enfant,
qui a une couleur beaucoup plus foncée, un bleu à peu près, bleu royal, parce que ça circule bien. Et puis, à côté, ici, le sang rouge, c'est le sang oxygéné. Et vous voyez, cette machine, elle aspire le sang et va le remettre dans l'organisme, parce que ce cœur a perdu la force de le faire. Et c'est une machine qui, maintenant, va faire la circulation sanguine. Généralement, on le met pour après, on attend, transplanter. Donc, on attend pendant ce temps-là une transplantation. Cet enfant-là, justement, était venu avec un arrêt cardiaque. On l'avait massé. Il n'était pas reparti. Et on a mis comme ça en urgence ce système pour qu'il y ait une circulation. Et on lui a sauvé la vie, bien entendu. Plusieurs décennies de souvenirs de chirurgien. Je parlais des couleurs, votre appréciation. Alors quand c'est la mort aussi, c'est très frappant. Hein. Vous dites dans l'œil, vous le voyez tout de suite, l'œil qui devient moins brillant. Bon, j'en ai pas vu énormément ça, heureusement. Hein. On est quand même, on a une chirurgie qui est bonne et les morts sur table d'opération, c'est exceptionnel. Parce que justement, on a encore ce système qui permet éventuellement de gagner quelques jours. Oui, j'avais vu quand même aussi, on avait participé à des autopsies, ce qui m'avait surpris, je trouvais, c'est que ce petit film d'eau qu'on a sur la pupille en permanence, qui vient finalement de notre paupière, hein, qui lubrifie tout ça, disparaît tout de suite. Et cet éclat qu'on a avec la lumière disparaît. Et moi, ça m'impressionnait toujours. En plus, bien entendu, la pupille est très dilatée, donc on a une couleur un peu mate, un peu terne de l'œil, et ça m'a toujours frappé. Vous racontez l'immense majorité des batailles gagnées, mais aussi des batailles perdues. C'est les pages les plus fortes de votre livre. Le cas d'un jeune Robin, par exemple, c'est sa mère avait peur. Hein, sa mère avait peur. Et puis, on est dans ce que vous appelez la zone grise, c'est-à-dire il faut apprécier si l'opération est vraiment nécessaire ou non. Vous avez, en fait, les décisions opératoires sont faciles quand c'est blanc, quand c'est noir, parce que personne ne discute véritablement. Quand il y a une urgence à temps compté, tout le monde va faire quelque chose. Mais il y a des fois, vous savez très bien que l'enfant n'est pas à l'article de la mort. Vous faites ça pour améliorer sa qualité de vie, pour qu'il puisse peut-être aussi, comme les autres, jouer au football ou faire... Et tout d'un coup, quelque chose vous arrive à ce moment. Ça, c'est le plus dur. Et cette situation-là, moi, je me souviens, non seulement cet enfant a souffert que je l'ai opéré ce jour-là, franchement, si je m'étais cassé la jambe en descendant les escaliers, ça aurait été mieux pour lui. Mais également, je me souviens, cette maman qui, au dernier moment, parce que quand on vous dit c'est dans un mois qu'il faut opérer, toujours, on se dit, bon, ben d'accord. Et tout d'un coup, l'échéance se rétrécit et tout d'un coup, la peur arrive. Et ce jour, 2 jours avant, je la voyais, elle ne voulait plus cette opération. Nous, on a un énorme programme, c'était dur. Et je me souviens que je m'étais même, attelé à la convaincre de quand même la faire. Et tout d'un coup, patatras, j'ai le gros problème. Et là, mais je m'en voulais énormément parce que j'avais l'impression, mais vraiment, d'avoir brisé un destin, mais également cassé une personne. Ça poursuit, toujours. Ça m'a poursuivi énormément. J'ai eu des cauchemars avec cette histoire et j'ai une date funeste qui arrive. Je sais exactement quel jour de l'année c'est et j'en ai 3. Enfin voilà quoi. Heureusement, il y a 362 jours autour. Et le récit, toutes les batailles gagnées. Alors la transplantation, c'est peut-être le plus intense. Hein. C'est dans l'ordre de la chirurgie ce qui est le plus fort. On va voir une vidéo qui en rend compte. Elle montre à quel point la maîtrise de facteur temps aussi joue évidemment de manière très déterminante. Attention évidemment à ces images qui peuvent heurter certaines sensibilités. On a commencé, c'est enfin justement un cœur artificiel. On dégage les canules. Vous voyez, il y a une grande qui est dessus. On en coupe une première. Il y en a 4 à enlever. Et vous voyez, ce cœur ne bouge déjà plus. En gros, il est pratiquement déjà sans fonction, presque déjà mort. On va couper ici les dernières attaches. C'est l'aorte, l'artère pulmonaire. On avait une cave inférieure. Et maintenant, le cœur va être extrait. Vous voyez, il n'a plus aucun mouvement. Normalement, il devrait encore avoir un peu de battement, par exemple. Et puis, comme le cœur de notre donneur était quand même beaucoup plus grand, on doit raccourcir un petit peu tous ces moignons sur lesquels on va faire nos sutures. Et le cœur arrive de très loin. Voilà la situation, le cœur extrait. On a déjà commencé l'opération bien avant que le cœur arrive chez nous. Le voilà qui arrive d'abord par un jet, ensuite par hélicoptère. Et puis, il est dans ses bassins, tout froid. On va le sortir ici de l'eau glacée. Le regarder, bien entendu, d'abord, contrôler les valves, être sûr qu'elles sont en bon état. On va lui donner un peu de sang oxygéné, parce que ça fait plus de 3 heures qu'il est en asphyxie, pour qu'il récupère un tout petit peu lui-même. Et on va commencer les sutures. Alors, on commence toujours par le plus profond, et on va remonter gentiment. Voilà, on va le mettre dans la cavité ici péricardique, il l'occupe bien. Et puis, on commence par la première suture, la plus profonde, qui doit évidemment être étanche, parce que si ça saigne là, vous n'arrivez plus à régler le problème après. Ça, c'est la partie de devant, la paroi antérieure. Là, vous avez l'artère pulmonaire et on voit la valve. Vous voyez cette structure un petit peu rose en haut à droite. La valve qui est déjà en position fermée et qui marche bien. Voilà le plan antérieur. Et une fois ça réalisé, on va ouvrir le gland et le sang chaud va revenir dans ce cœur et lui devrait commencer ses battements.
Et voilà, ça, c'est les premiers battements après 4 heures d'asphyxie. On fait encore la dernière suture ici, pendant que le cœur est en train de récupérer. Vous voyez que les battements sont déjà plus toniques et plus rapides. Et voilà le cœur implanté. On a 5 sutures à faire. On en voit 4 là, la dernière. Et 20 minutes plus tard, vous voyez, il a pris une bonne force, un bon tonus. Il est capable de faire la circulation. Ça, c'est l'échographie. Le sang circule bien, les valves s'ouvrent, se ferment. Un résultat parfait, en fait. Après toutes ces années, ça vous fascine toujours, cette force du cœur de reprendre vie, hein. Ah, mais surtout avec la transplantation. Parce que la transplantation cardiaque, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Moi, quand je fais un arrêt cardiaque, toutes les 30 minutes, je redonne du sang avec de l'oxygène. Donc l'apnée, c'est comme le nageur, il reprend un peu d'oxygène, il repart sous l'eau et tout. Transplantation, vous lui faites traverser mais toute la piscine en une fois. Et s'il est trop fatigué après, il n'arrivera pas. Le facteur temps, hein, entre la mort de celui qui donne l'organe et la transplantation à celui qui le reçoit, combien de temps? C'est surtout le transport de l'organe, le transport du cœur. Combien de temps il sera en asphyxie? Si on est en dessous de 4 heures, généralement, ça marche bien. Mais quand je demande à la Riga, parce que quand on transplante des enfants, on va toujours ailleurs. Hein. C'est toute l'Europe. C'est pas seulement la Suisse. Hein. C'est Eurotransplant. Le cœur peut venir d'Italie et puis on vous appelle, il faut récupérer l'organe. Et eux me disent toujours 3 heures. Mais je sais que c'est toujours 3 heures et demie. Et là, on est très très proche des fameuses 4 heures où les problèmes commenceront d'arriver. Il y a une très belle page où vous remerciez les parents des enfants qui donnent. Hein. Vous dites, voilà, ces parents qui ont décidé, on va prendre le cœur de leur enfant et le donner à autrui. Je ne les vois plus, parce que quand vous transplantez, vous n'êtes plus du côté de la réanimation. Il y a vraiment une barrière extrêmement stricte entre tous. Mais j'ai été plus jeune de ce côté-là. Et moi, j'ai été toujours fasciné de voir ces gens, mais au comble de la douleur, qui malgré tout disaient « mais notre enfant aimait vivre » ou il avait des amis. Et finalement, si son cœur peut battre ailleurs, nous serions peut-être aussi heureux. Et je trouvais extraordinaire comme geste, non seulement de solidarité, mais également de courage. Et franchement, souvent, mais on avait les larmes qui vous arrivent dans les yeux quand vous entendez cette générosité à ce moment-là. La force d'amour des parents, hein, vous la racontez, ces parents qui sont présents. Il y a une opération, plusieurs opérations que vous rapportez de petits-enfants, une mère en particulier qui a une communication extrême avec son enfant. Elle reste sans arrêt auprès de lui, elle lui parle sans arrêt pour que le flux de vie continue. C'était impressionnant ce cas-là. Moi, je me souviens, cet enfant était venu justement en arrêt cardiaque. On s'était donné 4-5 jours pour une récupération sans savoir s'il faudrait changer tout ou si ce cœur allait récupérer. Heureusement, on voyait tous les jours qu'il reprenait un peu de force. Mais elle, chaque fois que j'étais là, elle était lovée sur cet enfant. Elle lui parlait, alors qu'évidemment, il était en narcose profonde. Elle ne le quittait pas. Et je trouvais que c'était extraordinaire aussi de presque avoir deux mondes, pas qui s'affrontaient, parce qu'il y avait un côté un peu ésotérique dans sa manière de communiquer avec cet enfant. En revanche, chaque fois que je lui parlais avec des termes peut-être un peu techniques ou des choses très scientifiques, elle approuvait, elle comprenait, elle disait « ah ben oui, alors si ça va un peu mieux, etc. » Et je trouvais incroyable ces deux mondes un petit peu qui cohabitaient avec elle. Une photo qui illustre cette dimension qui n'est pas seulement technicienne, mais qui est aussi de contact, y compris physique. Hein, tenir la main du malade, qui en l'occurrence, il a quel âge cet enfant? Il a 4 ans. Et voilà, vous avez le cœur artificiel au premier plan. Alors ça, c'est nos ingénieurs qui ont fait une pompe qui finalement va faire la circulation. Et je trouve magnifique, vous avez un flux en quelque sorte sanguin là-dedans, le flux que nos ingénieurs, que nous, les médecins également, apportons. Et cet enfant est en train de se réveiller et sa main prend le doigt d'un de nos techniciens là. Et là, je trouve, on voit aussi le flux de la vie de l'enfant qui se réveille, qui passe à travers, en parallèle, et j'aime beaucoup cette photo. Tout n'est pas que technique, hein. Il y a ce moment extraordinaire, par exemple, où tout apparemment est perdu, vous avez opéré plusieurs heures, vous allez dire aux parents que c'est fini, et il vous touche tellement que vous recommencez. Oui, bien évidemment, c'est aussi le fait d'avoir peut-être plus que simple cœur sous les yeux, dans les mains quand vous opérez, mais d'avoir aussi un contexte autour qui vous donne des fois une force de vous surpasser encore une fois. Moi, je me souviens de l'opération dont vous parlez, on avait passé des heures et des heures, ça saignait du fond. On était prêts à abandonner, personne ne nous aurait reproché, on était tous fourbus. J'étais allé dire aux parents que je ne voyais pas de solution. L'enfant vivait toujours à ce moment, enfin une machine faisait tourner la circulation et je me souviens, mais leur déchirement m'avait tellement pris. J'avais dit aux gens, on a échangé un peu des équipes, on essaye encore une fois. Et on avait réussi, tout défait, refait, ça nous a remis des heures de travail. Et j'ai pensé à Guillaume, mais quand il avait dit, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'avait fait, vous vous souvenez, quand il avait fait son crash dans les Andes avec son avion et tout. Voilà, cet enfant avait survécu. Et ça, des fois, ça vaut la peine vraiment de s'accrocher.
La nature est une alliée. L'expression revient beaucoup sous votre plume. Hein. Vous dites, la nature il y a une part de génie dans la nature. Vous décrivez par exemple comment, dans l'urgence, elle nourrit d'abord le cerveau, le cœur, elle laisse un peu de côté les viscères et les muscles. Ouais, elle priorise les flux, c'est sûr. Ah non, mais la nature est l'alliée. Et nous, tant qu'on va avec elle dans sa direction, elle nous donne une certaine liberté. Il faut la comprendre. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire avec notre recherche, avec nos médicaments, avec nos systèmes. Mais on doit être avec elle. Si vous allez contre la nature, alors ça, c'est sûr que vous vous cassez la figure. Et là, peut-être que c'est mes racines un peu terriennes qui m'ont toujours montré. Je me souviens aussi de ça. Jamais rien n'était vraiment gagné. Il fallait toujours être un petit peu prudent parce qu'elle pouvait se rebeller de temps en temps, surtout quand notre arrogance commence comme ça de boursoufler. Racines terriennes, venons-en là. Vous racontez votre enfance dans le Jura, Boncourt, les vaches, les chevaux. C'était votre monde d'origine. Il a beaucoup compté pour vous. Le football, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais voilà, on travaillait énormément, sérieusement. Il n'y avait pratiquement jamais une minute de répit. Et c'était ça. On avait du bétail, on avait de la culture, un petit peu de tout, comme ça, dispersé. C'était très manuel également. Et puis, bien sûr, un peu l'école. Et le Jura, à cette époque, quand il y avait la lutte séparatiste, alors il y avait beaucoup d'idéalisme. Moi, j'aimais beaucoup ce canton, qui était souvent d'ailleurs en opposition au reste de la Suisse dans les votations. Et pour nous, à 17 ans, quand on avait des thèmes comme plus de liberté, indépendance, mais ça résonnait avec un romantisme particulier. Il y avait des fêtes à tout moment, puis on était à toutes ces fêtes. L'aspect manuel, tout à l'heure, on photographiait vos mains, vous n'avez pas trop aimé ça. Vous dites non, j'ai rien de spécial. Mais parce qu'elles n'ont rien de spécial. Et en même temps, évidemment, main de chirurgien, ces mêmes mains qui opèrent, qui doivent opérer tellement juste. Mais j'ai la chance d'avoir des mains, effectivement, qui sont précises. On a des grosses lunettes pour agrandir un cœur. Ils font la taille les tout petits, mais d'une noix, d'un abricot. Et tout d'un coup, on les agrandit à 4 fois. Ça devient tout d'un coup une pomme ou une orange. Mais aussi, votre mouvement va être agrandi 4 fois. Et j'ai cette chance de ne pas avoir de tremblement sur le bout de l'aiguille. Et évidemment, mes gestes sont beaucoup plus précis. Et ça me permet de faire de la broderie, finalement. C'est ça que l'on fait à cet âge-là. Et d'avoir de bons résultats. En début d'émission, on racontait le départ, départ pour New York. Vous allez là-bas découvrir vraiment ce que c'est que tout. Tous les cas de figure se présentent. Il y a surtout un hôpital, Bellevue Hospital, où vous dites tout est possible là-bas. Il disait ce qui n'a pas été vu à Bellevue n'existe peut-être pas. Au début, j'avais trouvé un peu excessif. Mais très vite, j'ai compris que c'était sûrement vrai. C'était un city hospital, comme on dit, donc tout le monde pouvait arriver. Il n'y avait pas une question d'avoir des assurances et autres. Et en plus, c'était un trauma level, c'est-à-dire tous les traumatismes arrivaient, étaient concentrés sur le Bellevue. Alors, toutes les excentricités new-yorkaises, elles ont un point commun. C'est souvent un peu les urgences. Alors, on voyait des trucs, mais incroyables, quoi. Là, on apprend vraiment son métier. Ah ben oui, parce qu'il faut être rapide. Je veux dire, c'était surtout des plaies par couteau, des plaies par balle. Ça c'est votre ennemi. Le saignement, on a 4 litres et demi, ils sont vite loin. Donc, il fallait être rapide, ouvrir, clamper, réparer et aussi avoir une vue panoramique parce que quand ça tire 3 fois, il y a le poumon, il y a ça. Vous arrêtez les gros robinets, mais vous devez aussi passer d'un endroit à l'autre et puis avoir toujours une bonne tactique. Il faut être un excellent technicien, bien entendu, régler les problèmes rapidement, mais il faut aussi une bonne tactique parce que si on n'est pas une bonne technique, vous n'y arrivez pas non plus. Vous racontez avec beaucoup de franchise l'avidité. Vous dites, j'étais avide de sensations. Ces jeunes chirurgiens, il y a une excitation. Plus les cas sont affreux, c'est horrible à dire, mais plus les cas sont affreux, plus ils sont passionnants. Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez ? D'abord, vous n'êtes pas responsable de la détresse de cette personne. Ils viennent et vous ne pouvez que les aider. Donc ça, c'est déjà une situation qui vous met dans une position un peu confortable. Et si vous y arrivez, on vous encense aussi et vous êtes fiers de vous. Vous dites, mais mon Dieu, j'ai atteint un sacré palier ici et puis vivement le suivant. Comme c'était la nuit, les boss, les big boss, ils aiment bien dormir aussi. Ils nous donnaient une grande liberté. Donc, on arrivait à avancer beaucoup plus vite dans le territoire de la chirurgie dans ce contexte-là. Et moi, c'est 2 années et demie que j'ai fait là-bas, mais il me semble avoir acquis des connaissances et une pratique extraordinaire. Ça a été d'une intensité hors norme. Vous dites 10 heures par jour pendant 10 ans. C'était la formule d'un de vos maîtres. Oui, il faut ça. C'était pour dominer la chirurgie cardiaque. Je me disais, si tu veux faire de la cardiaque, c'est vite fait, c'est 10 ans, 10 heures. Ça, j'avais entendu par Spencer, j'ai entendu par d'autres aussi. Et là aussi, je me disais, peut-être que c'est un peu excessif, puis en fait, ça l'est pas. Il y a chez vous autres, chez chirurgiens, cette dimension d'excès presque dans le travail. Des opérations de 14 heures, ça existe souvent. Alors bon, non, pas souvent, heureusement, mais de temps en temps, on fait ce qu'on appelait le round the clock, la petite aiguille. Et ça, oui, ça arrive. Je veux dire, il n'y en a pas quand même chaque semaine ou chaque mois, mais ça arrive quand même.
Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des chirurgiens qui sortent du bloc, vont prendre un café, parce qu'il y a des moments quand même beaucoup plus tranquilles et autres. Puis il y a peut-être les anxieux, j'en fais partie. Moi, je suis toujours debout, je regarde, je délègue peu là-dessus, parce que je trouve aussi que quand vous êtes mis sur le fil du rasoir, il faut savoir qui vraiment décide et qui prend un peu tout sur lui. Et on se bat beaucoup plus quand on est directement 14 heures engagé. au bloc. Ah, j'ai eu fait 14 heures, oui. Oui. Alors ça, oui. Alors là, quand vous vous couchez, mon Dieu, à 2 heures du matin, les mollets font mal, les cuisses, enfin le dos, tout. Hein, vous êtes complètement bloqué. Ah, il faut du temps pour dérouiller le squelette après. Vous faites le récit de vos nuits, hein, à quel point on peut se lever au milieu de la nuit, être poursuivi par un cas. Les nuits, elles sont chargées pour un chirurgien. Quand on y travaille, comme aux urgences du Bellevue, puis ensuite, moi, les cas où ça allait mal, me réveillais la nuit. Il y avait le film noir qui repassait, cette fameuse maman dont on parlait, puis son enfant, là où il y a l'erreur qui se fait également. Et ça m'a hanté plusieurs fois. Et de temps en temps, quand on a opéré trop longtemps, c'est les douleurs musculaires qui vous réveillent aussi. Mais bon, je dors quand même. L'expérience, ça compte énormément. Vous dites, par exemple, aujourd'hui, vous avez cette franchise de dire si vous avez mal dormi, vous dites non, je ne peux pas opérer, on remet à demain. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Quand on était au Bellevue, non, on rajoutait sans cesse, on n'arrêtait pas, on en était même fiers. D'ailleurs, on nous disait, si vous voulez faire du cardiaque, c'est du GI attitude. Enfin, vous êtes un Marines. Et là, vous acceptez tout, vous faites les choses. C'était assez dur quand même là-bas. Aujourd'hui, non, mais voilà, comme tout le monde, les années pèsent sur moi aussi. Et si je ne dors pas du tout la nuit, j'ai souvent 2 opérations, j'en annule une, je vais dormir 4-5 heures et puis je fais la suivante. Mais les patients, quand je leur dis que j'opère pas, ils sont toujours un peu surpris. Ah, mais je me suis préparé, je dis, ouais, mais j'ai rien fait cette nuit. Ouh là là, non, même après-demain, si vous voulez. Il y a un aspect guerrier dans la chirurgie. D'ailleurs, il y a beaucoup de parties liées avec l'histoire des guerres, des grandes guerres, des guerres mondiales. Ça a fait progresser la chirurgie, ça a beaucoup compté. Alors, en tout cas, à la fin du 19e et autres, la Première Guerre mondiale, on a beaucoup parlé du daquin. Ensuite, il y a les antibiotiques qui arrivent. La deuxième, la guerre de Corée. Moi, mon boss de New York avait fait la guerre de Corée. Et c'était un moment où ils avaient moins de blessés que dans la Deuxième Guerre mondiale. Il m'avait expliqué tout ça. Il me disait, on avait eu l'idée avec Norman de réparer les vaisseaux plutôt que simplement lier et amputer. Vous opérez partout, vous allez opérer en Afrique, on a une photo qui le rappelle, je crois que c'est au Mozambique, mais aussi dans des pays d'Asie, dans des conditions parfois extrêmes, conditions difficiles. Et chaque fois, la récompense, qu'est-ce que c'est ? Bon, on n'est pas partout. Je suis au Mozambique et maintenant au Cambodge parce que je voulais pas non plus trop me disperser. Au Cambodge, au Mozambique, ça fait 12 ans qu'on y va et ça permet de vraiment former les gens. Alors, les sentiments un peu différents d'ici parce que, en tout cas au début, maintenant ils opèrent eux-mêmes et ça c'est une bonne chose. Mais je me souviens quand je rentrais, je me disais attention, ces 25 gamins, si on n'avait pas été là, mais il y avait personne pour eux. Ici, je veux dire, si je me casse une jambe, on aura un petit problème d'organisation, mais il n'y a pas un de nos enfants qui ne va pas être soigné correctement. Et là, il y avait un sentiment d'importance un peu différent. On rentrait sans bomber le torse, mais je me disais, mais là, ça c'est vraiment le métier du toubib, quoi. Je me sentais plus toubib, un peu de campagne, comme ça, qui règle vraiment les choses, que chez nous, quand même, dans nos grandes, statuts universitaires, où on a quand même un piédestal et autres. Là, c'était beaucoup plus différent. Il y a peu d'êtres qui, à votre point, à votre stade, ont une vocation. On a vraiment l'impression que vous avez une vocation. Le plus loin dans votre souvenir, c'est apparu quand ? Pour la médecine. Mais moi, il y a beaucoup de hasard pour faire la médecine. Franchement, au début, je vais reprendre la ferme de mon père, donc je ne me pose pas beaucoup de questions jusqu'à ce que j'aie un peu ma maturité. J'entre en médecine sans trop savoir où je veux. Par contre, quand je vois la première opération, c'est une appendicite, alors là, ça a été un flash extraordinaire. Je trouvais il y avait un côté grand sorcier, parce que le jeune homme en question, il vomissait tripes et boyaux, il avait de la fièvre, il avait mal comme tout. Le chirurgien avait fait une petite incision, sorti. À l'époque, on faisait comme ça, couper tout, faire un nœud, avec du catgut, je me souviens, du boyau de chat, on disait, refermer. 2 jours après, le patient n'avait plus de fièvre, il allait bien, il rentrait à la maison. Et ça, j'avais trouvé, mais c'était un coup de baguette magique incroyable, quoi. En plus, il y avait les mains qui participaient. Alors nous, on réparait nos machines et tout. Pour moi, il y avait eu un rappel extraordinaire. Et là, alors, j'ai été convaincu que c'est là que je devais aller. L'amour de la vie, vous terminez par là votre livre, je crois que c'est votre dernière phrase, il fait bon sur la terre. Oui, je m'y plais, enfin je m'y suis toujours plu, mais je continue de m'y plaire. Quand on a vu tellement de situations extrêmes, on est croyant ? Moi, c'est un peu dissocié aussi. Après, si vous voulez, en tout cas pas en salle d'op, on travaille avec un organe qui aujourd'hui, on a dévoilé quand même, d'un point de vue scientifique, la plupart de ces. C'est pas le cœur romantique, le nôtre. C'est vraiment le cœur organique qui crée une pression haute.
où vous retrouvez des choses comme ça, c'est quand vous retrouvez justement les parents. Et là, j'ai vu souvent des parents vraiment prier pour leurs enfants. Il y avait des fameuses petites des croix ou des... Padre Padrone est un grand saint italien qui a toujours, je dis de temps en temps à mes collègues un peu comme ça, c'est un peu notre concurrent parce que c'est lui qui est beaucoup remercié et autres. Et ça, j'ai toujours trouvé que ça donnait énormément de force, en tout cas à ses parents, pour passer ces caps-là, en particulier s'ils sont difficiles. La phrase rituelle que les gens vous disent, hein, je vous serai reconnaissant toute ma vie. Et c'est là que j'ai entendu tellement souvent. C'est incroyable. Ou alors la deuxième naissance. Ils me disent, depuis que vous avez fait, on a une deuxième date de naissance pour notre enfant. Ça, c'est les 2 trucs que j'ai entendus un nombre incalculable de fois. Merci René Prêtre. Je recommande votre livre Et au centre bat le cœur chez Artaud. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.